sont en ancien allemand ou en ancien italien par exemple, et on les a interprétés. Et c'est ce qu'on va vous présenter là aujourd'hui, c'est notre interprétation de ce que pouvaient être les combats à cette époque-là. Notre association fait également de la reconstitution historique, c'est-à-dire de l'histoire vivante, où on va reproduire d'après des sources, que ce soit de musées ou de livres, les costumes, les tenues, des techniques d'artisanat par exemple, du mobilier, des accessoires, etc. Et ça donne une idée de ce que pouvait être un semblant de la réalité à une période bien précise. Nous, on est spécialisé à la toute fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire le 15e siècle, la deuxième moitié du 15e siècle pour être exact. C'est après la guerre de 100 ans, juste avant la Renaissance, ça va être la transition entre le Moyen-Âge et la Renaissance, si vous voulez, pour vulgariser. D'accord ? Donc les tenues qu'on porte là, ce sont des reconstitutions de comment on s'habillait en 1450-1460. C'est très moulant, très saillant. Et on va vous présenter un panel d'armes pour vous montrer un petit peu comment on combattait au Moyen-Âge. Pour commencer, première question, à votre avis, quelle serait l'arme la plus simple, la plus évidente qu'on pourrait utiliser? Un bâton. Le bâton, effectivement, qui est un outil très simple pour le coup, mais on peut faire encore plus simple que ça. Des épées. Les épées, alors c'est déjà une arme qui est complexe, qui est assez évoluée. Elle est très répandue, mais c'est pas du tout la plus simple. Couteau, c'est encore un outil. Caillou. Un caillou. On n'a pas de manuel combat de caillou. On a un truc aussi qu'il faut s'en rapprocher. Ils mettaient un caillou dans un linge et ils s'en servaient un peu comme une fronde. Ouais. C'était un duel entre un homme et une femme. L'homme devait être dans un trou et la femme, avec cet outil, cette masse, devait frapper le mari qui était dans le trou. On va pas vous le présenter là, mais ça existait effectivement sous cette forme. Encore plus simple. C'est un peu un piège, mais oui. Ah bah oui. Les outils, les premiers outils qu'il va utiliser l'homme, ce sont ses mains, c'est le corps en fait. Effectivement, au Moyen-Âge, on pouvait lutter, faire de la lutte. Là, un partenaire. Ce qui est intéressant avec cette partie-là, c'est que le maître d'armes distinguait deux façons de combattre. Et il l'illustre assez bien dans son manuel. Quand on lutte, quand on s'affronte, on va le faire avec un partenaire. C'est-à-dire qu'avec le partenaire, l'objectif, ça va être de prendre le dessus. Par exemple, je vais le désorienter pour pouvoir rentrer et le faire chuter, par exemple. Je vais pouvoir faire également, en luttant, un moment réussir à prendre le dessus et faire une clé de bras, et l'immobiliser. Ça s'arrête là. S'il est un peu plus rude, un peu plus brutal, il va essayer d'avancer en force sur moi, je vais accepter et le saisir de cette façon. Mais évidemment le reposer parce que c'est mon partenaire. Et il va aussi nous parler de ces techniques-là, mais de façon plus violente, où l'objectif va être de faire mal à son adversaire, et pas à son partenaire. Donc c'est sur les situations similaires, au lieu de simplement le désorienter de cette façon, je vais carrément pousser la tête en arrière et mettre mes doigts dans ses yeux pour le faire chuter complètement. Alors l'objectif là c'est de le blesser, c'est de lui faire du mal. Pareil sur les clés, quand tout à l'heure je le prenais juste pour l'immobiliser, là je vais vraiment forcer jusqu'à ce que ça craque et qu'il soit hors de combat. Bon, le même exemple tout à l'heure, si je le saisis comme ça, au lieu de le reposer doucement, en fait je vais continuer le trajet vers le sol, peut-être la première, d'accord ? Il peut y avoir également des percussions, des clés, etc., etc. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il y a deux façons d'aborder les arts martiaux. La petite erreur à ne pas commettre, c'est que ce n'est pas un loisir ou ce n'est pas un sport. D'accord ? Si je fais ça avec un partenaire, c'est à la limite un entraînement, mais c'est pas un sport comme nous on l'entend de façon moderne. On fait un art martial dans un dojo, etc. C'est pas ça. Okay ? On va monter en gamme et on va vous présenter une première arme. Là pour le coup, il n'y a plus de feinte. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Plutôt petit? Plutôt efficace? Couteau. Un couteau. Alors, un couteau, ça va plutôt être pour la cuisine. Un poignard, une dague. Là, c'est un poignard, une dague, effectivement. Les dagues, il en existe de plein de formes différentes. On a un exemple ici, qui est tranchante. Que ce soit au niveau de la poignée ou de la lame, il y en a différentes versions qui existent. Nous, on va utiliser des qui sont pas affûtés, qui ne sont pas coupants, c'est-à-dire, et qui ne sont pas trop pointus, pour pas se blesser. Mais globalement, la forme, ça peut être ça qui est utilisé. Alors pourquoi c'est pas un couteau? Parce qu'en fait, on va pas l'utiliser comme ça pour couper. On va l'utiliser comme un poignard, ou un pic à glace, si vous voulez, pour blesser son adversaire. Ça a une forme très effilée, pour la simple et bonne raison qu'on appelle ça un
perce-maille, qui, comme son nom l'indique, sert à passer au travers de la maille. La maille, tout le monde voit ce que c'est? Oui. Ouais, c'est des petits anneaux qui sont accrochés les uns aux autres, petits anneaux en métal, et qui permettent d'éviter d'être coupés. Par contre, comme ce sont des petits anneaux, si j'ai une arme très pointue, je rentre mon arme dedans et que j'appuie fort, clac, l'anneau il va casser. Et finalement, la protection ne sert à rien parce que on va être blessé. D'accord? Je vais passer la main à mes collègues qui vont vous expliquer, vous montrer différentes techniques à la dague. Donc pour apprendre à se servir de la dague, on va suivre le manuel d'un maître d'armes italien, Fiore dei Liberi. Le maître d'armes nous apprend justement les différentes attaques. Donc les attaques par le haut, un peu comme un pic à glace, donc à droite ou à gauche, ou des attaques par le bas pour venir justement le percer. Alors moi j'ai étudié tout Fiore. Fiore c'est mon maître absolu. Fiore il m'a appris à me défendre sans arme. Voilà. Mon adversaire a une dague, ben moi je prétends que je peux arrêter tous tes coups simplement avec la force de mes mains. D'accord. Donc si je viens, Hop. Le premier jeu consiste à venir intercepter ton bras comme ceci, faire une clé et venir tout simplement riposter avec un gros coup de poing dans la figure. Ouais, faut être Ce n'est rapide jamais quand très même. agréable. Mais je peux faire mieux. Si je me place correctement, je me sers du fait que mon adversaire a le bras plié pour venir lui faire une jolie clé. Et si j'appuie suffisamment, bah, on lui retrouve pètes les le bras. principes de la lutte de tout à l'heure. Crac. Crac, c'est l'épaule qui casse. Je peux être encore plus téméraire et aller franchement sur mon adversaire. Je suis rentré sur lui. Vous voyez là, je vais pouvoir venir lever son coude et à nouveau appliquer les principes de la lutte qu'on a vu tout à l'heure, venir l'étrangler et l'emmener au sol. d'accord, c'est bien. Mais est-ce que tu as lu le tome 2? Faire un tome 2, Ah oui, il apprend les contres du contre. ah, qui est intéressant. Par exemple, si tu viens me parer à distance, Fiore me dit, eh bien, on va pouvoir lui pincer la main en saisissant notre lame et pouvoir l'amener au sol. Si effectivement tu viens me parer à mi-distance quand on a une clé, il nous dit, prenez votre main gauche, Eh oui, venez la solidariser et rentrez en force. il y a toujours un contre, c'est non. Et si vraiment tu es un rapide et que tu viens me parer haut, je vais faire la même technique mais je vais prendre ma lame pour pouvoir justement faire mon attaque. Ok, je vois que tu maîtrises. À ce moment-là, je ne vais pas me servir d'une main, je vais me servir de mes deux mains en même temps, avec les boucliers. Regarde, si je viens parer avec les deux mains, je vais pouvoir me servir de ma main droite pour accrocher ta dague. Je ne risque pas de me couper, elle n'est pas tranchante ici. Et là, je profite que sa main est ouverte de ce côté-là, je vais lui arracher la dague et retourner sa propre arme contre lui. D'accord? Sauf que Fiore nous explique que si tu viens justement parer, moi je peux venir justement hop, voilà, faire la même technique et continuer à Oui, mon on attaque. s'en sort plus quoi. Ok, je peux également essayer de casser ton bras. Je viens ici, et comme tout à l'heure à la lutte, si je viens retourner son bras sur mon épaule et que j'appuie un petit peu, très rapidement, le coude va faire un grand crack. Ouais, c'est le plus rapide qui D'accord, gagne. d'accord. Bon, si tu avais lu le tome 2, tu saurais que Fiore, dans ce cas-là, nous apprend qu'en tournant subtilement notre bras, on pouvait justement venir en clé, prendre sa cuisse et le mettre au sol. Oui, subtilement. Bon, bah, je vois que je n'arriverai pas à te défaire sans dague moi-même, alors je vais te montrer maintenant les techniques que je connais quand moi-même je possède une dague. La première technique, je viens ici en bouclier haut. Je vais venir tourner ma dague et regarde, ta propre dague se retrouve retournée contre toi-même et tu viens de te planter avec ton propre outil. Je peux également venir en demi-bouclier, la lame de l'autre côté, et venir ici faire une clé à ton poignet. T'emmener ainsi au sol, et même si je ne t'entaille pas les chairs puisque la dague n'est pas aiguisée, je te ferai quand même très mal au poignet. D'accord, d'accord. Donc tu maîtrises Fiore par le haut. Moi je pourrais te dire que tu n'as pas besoin de dague si tu attaques par le bas. Je vais venir bloquer ton coup si tu attaques justement vers l'aile, le projeter dans les jambes et t'amener là où je veux. Voilà pour la dague. On a pas mal de techniques justement pour pouvoir après percer justement, et on va passer à une arme un petit peu similaire. À votre avis, qu'est-ce que c'est? À l'épée.
Et non, c'était un piège. Alors, ceci, je sais que ça ne ressemble pas à ce que ça a l'air. C'est une C'est un lame. couteau. Oula. Un grand couteau, d'accord, mais c'est un couteau. Alors, pourquoi ce n'est pas une épée? Tout simplement C'est parce clair. qu'il n'y a qu'un seul côté Qui coupe. qui est tranchant, comme sur un couteau. Et on reconnaît d'ailleurs la même forme que sur le couteau, c'est-à-dire pour rendre la pointe plus aiguisée, on a simplement affûté le dernier tiers de la lame pour obtenir ici un tranchant, une pointe plus effilée. Alors ce que j'ai ici, c'est une version d'entraînement, elle n'est pas aiguisée bien sûr pour des raisons de sécurité, mais il s'agit néanmoins d'un Un couteau. Pourquoi est-ce qu'on a des maîtres d'armes au XVe siècle qui nous apprennent à nous défendre avec un couteau? Tout simplement parce que j'ai le droit de me balader avec un couteau, alors que je n'ai pas le droit de me balader avec une épée. Eh oui, la juridiction est assez claire à ce sujet. Donc ici, en portant ceci à mon côté, je ne fais que respecter la loi. Et donc les bagarres sont souvent monnaie courante. Je ferai référence à cette arme comme un messer, tout simplement parce que les sources qui nous sont parvenues sont en allemand, et qu'en allemand, on appelle ça un messer, qui veut dire couteau, tout simplement. On en trouve des traces en France. En France, on a des comptes rendus de police, justement de bagarres dans les rues, où les gens se seront affrontés à coups de couteau à clous. Ils appellent ça un couteau à clous, tout simplement parce que Il y a des clous. le quillon ici possède un petit clou supplémentaire qui peut me servir à me défendre. Alors cette arme est extrêmement polyvalente. Je vais pouvoir l'utiliser de tous les côtés, en taille, en tranchant, en estoc. Donc je peux utiliser le long tranchant, le vrai tranchant, en coup de taille. Je peux également l'utiliser en estoc grâce à la pointe supplémentaire que me procure l'aiguisage du faux tranchant ici. Et je peux également, si je suis malin, utiliser le faux tranchant ici pour venir l'entailler. Le manuscrit décrit l'arme, le vrai tranchant, le faux tranchant, même si ce côté-là est un peu coupant quand même. Vous noterez que ce couteau m'est fort utile lorsque je viens parer. Il me permet ainsi de protéger mes doigts, puisque je ne vais pas pouvoir mécaniquement tourner mon couteau comme ceci pour me servir de la protection que m'offrent les quillons. Donc ici, ce petit clou supplémentaire est un outil fort utile pour garder mes doigts en bon état de marche. Je peux également me servir du pommeau. Et oui, mon pommeau est démesurément long par rapport à ma main. C'est tout à fait voulu. Comme l'arme est courte, nous sommes à une distance relativement proche. Et donc, grâce à ma fusée et ce pommeau très long, je vais pouvoir crocheter l'arme de mon adversaire et venir ainsi l'entailler, lui couper le bras, la tête, enfin, le choix m'est offert. Dernière particularité, je vous ai dit, ce côté-là n'est pas tranchant. Eh bien, pourquoi ne pas s'en servir pour y placer la main, justement? Et donc, il y a tout un pan de techniques qui vont consister justement à venir se rapprocher de l'adversaire, venir saisir mon couteau, mon messer comme ceci, je ne risque pas de me trancher, et ensuite de venir ici à l'étranglement pour l'emmener au sol. Alors les sources qui nous sont parvenues sont des sources germaniques, comme j'avais dit, d'où le nom Messer, d'un maître qui s'appelle Lécuchner, et dans son manuscrit de plus de 250 pages, deux ont retenu notre attention, puisque ce sont deux techniques dont il est tellement fier qu'il leur a donné un nom. La première technique qu'on va vous présenter s'appelle le coup du scorpion. Alors, le scorpion, comment faire? Le maître nous enseigne ceci. Estoque ton adversaire du côté droit. Il va se défendre, évidemment. Double cette attaque. Je recommence, il va écarter du coup de l'autre. Vous voyez qu'ici, il est découvert au niveau de la tête. Il est protégé sur son côté droit, mais pas au niveau de la tête. Je vais donc retourner mon messer et je vais essayer de l'attaquer avec le faux tranchant. Cette partie-là est aiguisée, donc je peux venir essayer de l'entailler à la tête avec le faux tranchant. Il va s'en défendre. Et là, il est dans une situation très précaire, puisque s'il appuie trop fort, il m'offre une ouverture en dessous. S'il n'appuie pas assez fort, il se fait tomber le messer sur la tête. Et donc, tant que je le maintiens dans cette position, je vais pouvoir en faire ce que je veux. Le maître d'armes nous dit de tourner notre messer et de venir l'estoquer au niveau de la clavicule. Et là, on voit très bien le geste du scorpion qui vient frapper avec sa queue par-dessus la défense adverse. Et l'iconographie qui est avec le texte montre bien l'escrimeur comme ceci avec le dard, la queue qui vient par-dessus. Donc, l'estoc à droite, je
qu'il s'en défend. Et quand il est coincé comme ceci, je vais retourner Oui. et le planter au niveau de la clavicule. Il faut être rapide pour ça. Hein. Un deuxième coup qui nous est enseigné, c'est le coup du basilic. Alors basilic, ça fait pas peur comme ça, mais il ne s'agit pas de la plante aromatique. Ouais. Le Basilic au serpent. Moyen-Âge, c'est une créature mythique, mi-serpent, mi-dragon, il y a plein. Et il a la particularité de foudroyer son adversaire en le transformant en pierre. Je vais donc essayer de pétrifier mon adversaire et voilà ce que nous enseigne le maître. Premier coup, je l'attaque sur son côté gauche avec le faux tranchant. J'ai fait un pas en avant. Je vais faire un deuxième pas et revenir l'attaquer sur son côté droit. Mais puisque je m'approche de lui suffisamment, je vais venir mettre ma main en renfort ici. Il va bien évidemment s'en protéger. Je vais maintenant les stocker au ventre, ouvrir mes doigts, et là, plus je lui aurai fait peur, plus il va s'en défendre violemment, et par effet de levier, il va se mettre lui-même le pommeau dans la figure. Donc plus il aura peur, plus il va paniquer, plus il va réagir vite, plus il se fera mal lui-même. Gauche, en bas, et je retiens mon coup parce que ça part assez vite. Et j'aurai ainsi pétrifié mon adversaire qui va rester choqué sur place. Donc voilà, parmi tout le corpus de techniques qui nous sont parvenues, nous avions retenu ces deux-là en particulier parce qu'elles se font sans doute dans un cadre de démonstration publique pour montrer tout l'art du maître et il l'a écrit comme ceci dans son manuscrit. Alors on va continuer À monter de gamme. gamme. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Un bouclier. Il y a encore un piège. C'est pas tout à fait un bouclier. Alors ça ressemble à un bouclier, mais ça ne s'utilise pas du tout comme un bouclier. Comme un Le marteau. bouclier, ça va être un outil qui va être plus grand et qui va servir à protéger le corps essentiellement. Sauf qu'avec Là, vous un vous rendez bien compte que voilà, je suis très grand, mais surtout que voilà, ça ne me protège pas grand-chose. Donc l'utiliser de cette façon n'a pas trop de sens. En revanche, comme on utilise des armes à une main, C'est un point ma main américain. est très exposée puisqu'elle est en avant et du coup, elle va être la cible de beaucoup d'attaques. Et du coup, c'est là qu'intervient cette boque. L'ancêtre Elle va du me point américain. servir en fait à protéger ma main. Oh. D'accord? Et donc, le but du Bouclier jeu, pour ça main. va être Voilà. justement d'essayer de rentrer sur mon adversaire en essayant de garder la main. Ils ont l'air fins comme ça. L'escrime qui se pratique ainsi est une escrime où je viens parer avec mon épée, c'est l'épée qui va encaisser. Puis je viens maîtriser avec la boque, et seulement une fois que j'ai maîtrisé l'adversaire, là je peux détacher mes deux mains et venir en lui donnant un coup d'épée. Et donc toute l'escrime avec l'épée boque va consister en un jeu de je cherche où est l'ouverture, comment je peux rentrer, et seulement quand j'ai réussi à surmonter la défense adverse, je m'autorise à séparer les deux mains pour venir lui donner le coup final. Je peux également m'en servir de manière très offensive. Rien ne m'interdit, et d'ailleurs c'est recommandé dans le manuscrit, une fois que j'ai écarté, viens lui mettre un grand coup de bocle dans la figure, et je finis ici. Et donc, la particularité va être justement comment séparer les deux mains de mon adversaire. On va essayer de rentrer, de jouer, jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai commis une erreur, j'ai ouvert mes mains, et l'adversaire a exploité mes faiblesses. Donc ce style d'escrime, on le retrouve dans un manuscrit qui date du XIIIe siècle, et de manière très étonnante, ce sont des moines qui l'enseignent. Sur les dessins, donc, il s'agit du manuscrit qu'on est référencé sous le nom du 133, et comme ça qu'il est référencé à la bibliothèque, et on voit des moines en train de combattre avec une épée et un petit bouclier, une boque, et nous expliquer comment il faut s'en servir pour défaire un adversaire. On va continuer à monter en gamme, si vous voulez bien. Ah, Votre voilà avis, les épées. qu'est-ce que c'est? Attention, il n'y a pas de piège. Oui, c'est une épée. Enfin, on y arrive. Alors attendez, mais pourquoi c'est une épée? On va voir si vous avez écouté. Parce qu'elle coupe des deux côtés. Parce que c'est pas un qu'elle est furet. tranchante des deux côtés. Exactement. La lame est composée de Wow. 2 tranchants, contrairement au couteau qui n'en avait qu'un. Un peu de Il l'a révision. dit tout à l'heure. Bah oui, je sais. Alors c'est une arme effectivement qui est très connue, qui est très répandue, qui est même symboliquement représente énormément de choses. Au Moyen-Âge, on parlait déjà beaucoup de l'épée, et à tel point qu'il y avait carrément différents courants qui existaient, en tout cas qui sont parvenus jusqu'à nous. Les principaux, ça va être l'allemand et l'italien. L'allemand va être joué par mon compagnon à gauche, l'italien par mon compagnon à droite. Moi je serai le demi, c'est-à-dire la personne qui va leur proposer des situations. Et vous allez voir que pour situations similaires, armes similaires, époques similaires,
va pas avoir la même approche martiale. Vous allez faire l'italien. Allez. J'ai étudié le maître d'armes italien Fiore dei Liberi, toujours le même. Il commence son manuel de toute façon en disant Fiore, c'est le meilleur, vous suivez son enseignement, vous saurez tout affronter. À l'épée longue, il va définir 15 postures de combat. Alors elles sont assez variées, ça peut être la porte de fer, la dent du sanglier, la longue queue, la garde longue, la bigorne, la posture de la Mais dame, bon, la l'italien, sonnette. il en C'est fait des italien. caisses. Moi, chez l'allemand, mon maître d'armes à moi, c'est Lichtenauer. Nous n'en avons que 4. Simple, efficace, Deutsche Qualität, si je peux me permettre. La garde du toit, la garde du bœuf, la garde de la charrue et la garde du fou. Avec ces 4 gardes, je suis capable de faire toutes les techniques possibles. J'en ai pas besoin de 12 ou 15. Je vous avais prévenu, c'est pas le même style. Alors, première situation, on est face à un adversaire, donc un duel, 1 contre 1. On est hors distance. C'est-à-dire que là, si je lance une attaque, je ne peux pas toucher. D'accord ? On va s'approcher jusqu'à pouvoir lancer une première attaque. Moi qui n'ai pas d'enseignement, l'attaque va être assez simple, c'est que je vais vouloir le toucher comme ceci. Pour s'en défendre, l'Italien, que fait-il ? Fiore nous enseigne que pour la meilleure façon de se défendre face à un adversaire qui va faire un furieux, une attaque en fait furieuse, ça va être de le prendre de vitesse et de passer à l'estoc. Je commence par une garde basse et au moment où il va arriver, je me décale, je tends les bras et avant qu'il ne me touche, je le plante. Je trouve l'affaire bien risquée. Moi qui ai suivi les enseignements allemands du maître Lichtenauer, je préfère d'abord me couvrir, sauver ma vie et on verra ensuite. Le mieux, c'est si j'arrive à faire une parade et une attaque en un seul geste. Tant qu'à faire, autant être efficace. Et donc, lorsque mon adversaire attaque, je vais me décaler, sortir de la ligne et en un seul geste, me couvrir et attaquer. Simple et efficace. Très bien. Là, c'est la première situation. Admettons que le premier coup ne touche pas forcément au but, il va y avoir un échange qui fait qu'on va se retrouver à mi-distance. Et à cette distance, comment ça se passe chez l'Italien ? Chez l'Italien, Fiore nous dit que croiser le fer, c'est pas très bon. Il va toujours conseiller de délier. Soit en ouvrant le combat, c'est-à-dire que si mon adversaire est sur la même force que moi, il va dire levez en fait votre garde et venez chercher le four. Vous allez le déstabiliser, vous pourrez revenir ensuite. Si mon adversaire est très fort, très énervé, vous passez sous sa garde et vous revenez en fendante. Si mon adversaire est plutôt de force égale, plutôt que de chercher justement à lier, détournez, il va dire pincer le coude, détourner en fait sa garde pour venir avec le pommeau ou les stocks. Hop. Même situation côté allemand. Donc cette fois-ci, nous avons engagé le fer et moi justement, je veux conserver le fer au maximum. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous ne le voyez pas, mais je suis en train de discuter avec mon adversaire. On discute à travers nos lames. Et toute la philosophie du manuscrit allemand va consister à ressentir si mon adversaire appuie ou pas fortement contre mon épée. Ça se voit pas, mais ça se ressent très bien dans la force qu'il va mettre. Si mon adversaire est très fort au fer, justement, eh bien je vais le laisser tomber dans le vide. Et je reviens au plus simple, au plus efficace. Comme il a été entraîné, sa pointe n'est pas une menace, simple et efficace. Si, à l'inverse, mon adversaire est mou, complètement mou, c'est-à-dire je vais appuyer un tout petit peu et il va se faire embarquer. À ce moment-là, le maître nous dit, il suffit de tourner ton épée pour venir saisir ici son faible, être protégé, vous voyez, j'écarte sa pointe sans difficulté. Je reste couvert dans tous les cas. Et enfin, la situation la plus intéressante et la plus longuement détaillée, c'est si mon adversaire n'est ni trop fort ni trop mou. Je ne peux pas détacher parce que si je détache, eh ben, il a sa pointe devant moi. Je ne peux pas non plus appuyer parce que sinon c'est moi qui tombe dans le piège de tout à l'heure. Il va donc falloir être subtil. Et comment être subtil ? Eh ben, je vais essayer de lui donner aucune information sur la pression de la lame. Je vais tourner mon épée comme ceci, en essayant de garder le contact au fer le plus neutre possible. Je vais donc sortir de la ligne, tourner mon épée et venir les stocker. Et si je l'ai bien fait, il n'aura rien senti au niveau de la force que je lui ai mis sur son épée.
le combat peut évoluer et d'échange en échange, on se retrouve très proche. Et à ce moment-là, voici ce que propose l'Italien. On est dans un contexte d'escrime de guerre. Fiore nous dit, surtout ne lâchez pas votre épée. Par contre, vous avez deux mains. Donc vous pouvez très bien en détacher une et venir aller chercher la fusée, détourner la lame, passer en estoc, chercher de la même façon le pommeau, ou venir carrément maîtriser votre adversaire en le passant. À chaque fois, Fiore vous dit, vous avez deux mains, vous pouvez très bien en lâcher une et vous gardez votre épée. Côté germanique, lorsque la situation se présente ainsi, un constat tout simple. L'épée ne me sert plus à rien, c'est une gêne plus qu'une aide. Et du coup, je vais m'en débarrasser. Donc lorsque l'on est ici, l'Allemand nous dit laisse tomber ton épée, et puisqu'on est à distance de lutte, eh bien on va appliquer ce qu'on a vu en début d'introduction, les principes de lutte qu'on connaît. Je vais rentrer sur mon adversaire, lui faire des clés, l'emmener au sol. Lui sera gêné par son arme qui ne lui sert à rien, qui est trop long, et moi qui suis rentré au corps à corps, je vais pouvoir le maîtriser. Donc voilà, c'est la même époque, c'est la même arme, mais vous voyez que les styles sont quand même très différents. Donc on peut quand même supposer qu'il y avait énormément d'arts martiaux différents pour une même époque. On va continuer à monter en gamme, si vous voulez bien, avec cet outil. À votre avis, quel est-il? Oui. Une lance. C'est pas mal. Il y a de l'idée, effectivement, c'est une arme qui est très longue. Une masse d'armes. J'ai entendu Masse d'armes. hallebarde là-bas. Hallebarde, alors c'est similaire. Hallebarde, c'est la petite sœur qui viendra après. Une hallebarde, ça va se tenir comme ceci, c'est plus long. Voilà, c'est à bonne distance. C'est un petit peu plus comme une pique que comme cette arme d'ast. Non, cette arme d'ast s'appelle hache d'arme. Qui est là. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas exactement la même forme, mais globalement, ça se compose de la même façon. Vous avez ici un outil qui va être pour couper les chairs, ici qui va plutôt être pour percer les armures. Ce mec-là va percer. Ça va casser des os. Ce marteau-là, il va plutôt déformer l'armure. Vous avez la dague, qui permet de passer à travers l'armure ou de blesser quelqu'un directement. Et vous avez la queue, qui est une pointe quand même de ce côté-là, qui peut vous permettre de déstabiliser son adversaire. On va vous présenter des techniques qui viennent d'un manuel bourguignon, donc rédigé en ancien français, et qui présente toute une suite de techniques. Le contexte est celui-ci, c'est-à-dire deux adversaires qui s'affrontent dans une lice. Et le but du jeu n'est pas de tuer son adversaire, mais simplement de dominer le combat. Comment est-ce que je peux remporter l'affrontement? En blessant mon adversaire, première cause. Si j'arrive à l'incapacité, je remporte l'affrontement. Je peux également l'emmener au sol. Si j'emmène mon adversaire au sol, je gagne le combat. Et enfin, je peux le projeter contre la lisse, puisque si mon adversaire est projeté contre la barrière, j'aurai aussi gagné l'affrontement. Alors le premier coup que nous enseigne notre maître d'armes s'appelle un tour de bras. Un tour de bras, c'est un coup qui vient en diagonale au niveau de l'épaule et qui vient frapper comme ceci. Donc si mon adversaire, ne réagit pas, je le frappe là, je le blesse et ainsi je remporte l'affrontement. Heureusement pour moi, il y a quand même un contre à cela. Je ne vais pas me laisser faire. Lorsque Benjamin m'attaque, je viens parer avec la queue. Et ici, je vais me servir de la force que j'ai dans ma croix pour venir chasser la sienne et ainsi les stocker au niveau du visage et remporter l'affrontement. Mais heureusement pour moi, il y a un contre à ça. Je fais mon tour de bras, il vient me parer et là je vais le prendre de vitesse parce que mon arme a une caractéristique qui fait qu'elle est quand même assez déséquilibrée, elle est beaucoup plus lourde du côté de la croix. Et vous voyez que dans cette configuration, ma croix étant en haut, la sienne en bas, je peux le prendre de vitesse en profitant de la gravité. Il va me présenter son dos, j'ai mis mon pied derrière le sien et en remontant avec ma hampe sous la gorge, je peux avoir un très bon levier pour le faire chuter et ainsi remporter l'affrontement. Mais, heureusement pour moi, Il y a un contre à ça. Et ben, il va y en avoir un certain nombre. Donc, lorsque mon adversaire m'attaque, je viens ici me défendre. Voulant me prendre de vitesse, moi, je vais simplement raccourcir la hampe dans les mains, le laisser tomber dans le vide et venir à mon tour frapper derrière sa queue. Je me retrouve dans la situation exactement inverse où c'est moi qui suis derrière lui. Je monte la hampe au niveau de la gorge à l'étranglement et je le fais chuter au sol et je remporte ainsi l'affrontement. Mais Mais pour moi, il y a un contre à ça.
Je fais le tour de bras, il part. J'essaie de le prendre de vitesse, il me laisse tomber dans le vide. Et là, sentant qu'il n'y a pas de percussion, plutôt que de résister et de lâcher mon arme, je vais utiliser l'élan qu'il me donne pour me remettre très rapidement face à lui. Ce qui fait que là, je ne présente plus mon dos, je peux résister à son attaque. Et surtout, il me présente son aisselle. Ce qui fait qu'en fléchissant un peu les jambes, je vais mettre ma hampe sous le bras et là, je peux le soulever, le déséquilibrer et l'envoyer dans les barrières. Et ainsi remporter l'affrontement. Mais heureusement voilà. pour moi, ouais, il y a un contre à ça. Donc, mon adversaire me fait le tour de bras. Il souhaite me prendre de vitesse. Je le laisse tomber dans le vide, je viens derrière. Je veux aller à l'étranglement. Et là, je sens que les choses ne se sont pas passées comme j'avais espéré puisqu'il me bloque. Du coup, plutôt que de résister, je vais simplement mettre tout mon poids sur sa hanche, lâcher une main. Et là, je vais venir le saisir. Le manuscrit nous dit par le four. F-O-U-R-C. Bah, four, ça a donné la fourche. Donc, il s'agit bien de l'entrejambe. Et le gaillard a beau être costaud, si je viens le saisir même délicatement par le four, je vais le lever et l'emmener dans la barrière et ainsi remporter l'affrontement. Mais voilà. Heureusement pour moi et pour mon four, il y a un contre à ça. Je fais le tour de bras, il me part, j'essaie de le prendre de vitesse, c'est lui qui arrive à m'avoir. Il veut venir contre moi, je l'en empêche. Je veux monter et le soulever, là, s'il met tout son poids, je ne vais pas le porter, d'accord? Je vais le déséquilibrer, je ne peux plus. Au lieu d'insister, je vais à mon tour lâcher une main, aller saisir l'autre partie de mon arme et en le relevant, vous voyez, ça va créer un très beau triangle qui fait un très beau levier et en forçant bien fort, je le fais chuter. Et ainsi, je remporte l'affrontement. Et malheureusement pour moi, une fois que je suis par terre, là, il n'y a plus de contre à cela et c'est bien Benjamin qui remporte l'affrontement. Donc, si on enchaîne le tour de bras, la prise de vitesse, je viens à l'étranglement, je viens le saisir, ça rate et du coup, il me fait chuter avec la cuisse. Donc voilà, ça c'était pour la... Merci pour la arme. On a fait un petit peu le tour des armes qu'on voulait vous présenter. On espère déjà que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes une association et sommes basés à l'Isle-Adam, donc pas très loin d'ici. On fait de la reconstitution historique et des AMHE, donc on vous a présenté un petit peu les deux là. Entre nos tenues qui sont des reconstitutions de ce que pouvaient être les costumes au Moyen-Âge, enfin à la fin du Moyen-Âge, et des techniques martiales qui sont notre interprétation. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est toujours ouvert à discussion. N'importe qui peut lire et interpréter les sources que l'on utilise. Si vous voulez venir voir, il n'y a pas de souci, on en a quelques-unes qui sont là. Si vous voulez parler des armes qu'on a utilisées, pareil, n'hésitez pas. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci.